Dans cette vidéo, nous allons voir comment donc utiliser les références sur les objets, donc le passage obligé finalement pour manipuler des objets. Et notre exemple donc sera sur les gobelets et les dés. Alors d'abord référence et objet, un petit rappel. Ensuite nous verrons comment accéder à un champ d'un objet. Alors je sais que ce n'est pas forcément le plus courant, puisque en fait habituellement on accède plutôt à une méthode d'un objet, puisque normalement restant de l'extérieur de l'objet, on déclenche plutôt le service qu'il offre, plutôt que d'essayer de savoir comment il est construit à l'intérieur. Alors tout d'abord, un petit rappel que l'objet n'est accessible que via les références qui pointent vers lui. Sur un même objet en mémoire, on peut avoir bien sûr plusieurs références, aucun problème. Une référence est un accès mémoire, mais pas explicite. Ça, c'est important pour les gens qui viennent du C ou du C++ et des langages dans lesquels la manipulation de l'adresse est quelque chose d'important. Alors en fait, la référence c'est un accès mémoire, mais implicite. La sélection des membres se fait avec l'opérateur point. Il n'y aura pas d'autre opérateur possible. C'est l'opérateur point qui fait la sélection, c'est-à-dire que à gauche du point on va mettre la référence vers l'objet et à droite du point on va mettre le membre que l'on cherche à sélectionner, par exemple donc un champ de données ou alors une méthode. Alors pour obtenir une référence à un objet, en fait il faut soit créer soi-même l'objet, soit invoquer une méthode qui crée l'objet et nous le retourne, c'est une possibilité, ou alors on peut récupérer la référence tout simplement en paramètre. Mais la chose importante que j'avais à dire ici, c'est que on ne peut pas déclencher, on ne peut pas sélectionner quelque chose sur un objet si on n'a pas créé l'objet préalablement. On a déjà illustré le fait que si on essaie d'accéder à un membre d'un objet alors que la référence est nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé l'objet, eh bien on va échouer runtime, c'est-à-dire à l'exécution, sachant que si vous n'avez pas du tout initialisé la référence, normalement vous ne compilez pas et dans ce cas-là vous n'êtes pas dangereux. Donc il faut avoir créé l'objet, ou alors indirectement créer l'objet, ou alors récupérer une référence vers un objet, et à ce moment-là on peut utiliser cette référence pour déclencher, sélectionner attribut ou méthode. Alors première possibilité, effectivement, via une référence on obtient un accès aux membres, et la première possibilité bien sûr c'est l'accès à un champ. Alors uniquement dans la mesure où le champ en question est public, si le public ou du moins d'une visibilité suffisante. Si le champ est privé, typiquement, on n'est pas du tout dans la possibilité d'accéder aux données. C'est pas parce que vous avez en face de vous un objet que vous pouvez accéder aux données qu'il contient. Il va falloir que le membre en question soit accessible, donc typiquement public, ou alors une visibilité par défaut de package. Donc le code du genre ref.attribut correspond donc au fait que l'on veut lire ou modifier l'attribut de l'objet pointé par ref. Il va falloir que ref, bien sûr, soit elle-même affectée à une valeur correcte, c'est-à-dire qu'elle pointe réellement vers un objet. L'accès direct à un champ est assez rare, dans la mesure où ça ne respecte pas l'encapsulation, la règle d'encapsulation, une règle à laquelle on fait quand même assez attention en général, puisque l'accès direct à un champ, c'est forcément un accès à la fois en lecture et en écriture. On ne connaît pas les champs, on n'a pas de champ qui soit en lecture protégé en fait par rapport à l'extérieur. Donc il va falloir que si vous voulez vraiment accéder à une donnée sur un objet, il vaudrait mieux passer par des setters et des getters. Alors pour passer par des setters et des getters, donc vous passez par une méthode, et effectivement via une référence on accède au traitement de l'objet. Alors traitement de l'objet, ça veut dire en gros les méthodes de l'objet. L'appel se réalise comme pour un attribut, donc avec l'opérateur de sélection, mais attention, il faudra mettre des parenthèses, même s'il n'y a pas d'argument à fournir à la méthode, il faudra quand même mettre les parenthèses vides. Contrairement à ce qu'on fait dans certains langages, on ne met pas void non plus entre les parenthèses. Le déclenchement de la méthode suppose un effet sur l'objet, c'est-à-dire que si vous envoyez un message à un objet, vous attendez à ce qu'il ait une réaction. Alors soit vous allez récupérer le résultat d'un calcul, donc là votre méthode fonctionne, on va dire, un peu comme une fonction, dans la fonction dans l'idée que vous allez avoir un return, vous allez avoir une donnée qui va être le résultat de l'évaluation de la méthode, ou alors tout simplement la méthode modifie l'état de l'objet, et alors là on est plus dans le côté procédure de la méthode, à savoir que on travaille par effet de bord, on modifie l'état de l'objet, mais quand on retourne, la méthode ne nous ramène rien. Alors en général, l'objet peut garder le résultat du calcul lui-même, ça va être important pour la suite. En effet, nous allons
donc déclencher des fonctions sur gobelet, sur dé, et effectivement, le résultat de ces fonctions, de ces méthodes, sera conservé sur les objets, puisqu'on comme ça on pourra en constater plus tard les effets. Alors voyons maintenant donc dans le code avec l'outil NetBeans ce que ça peut donner. Je reprends mon jeu de dés, donc je vous rappelle que mon jeu de dés est composé d'une classe principale qui crée l'objet gobelet. Donc ici on a des manipulations à base de cette valeur et get valeur, mais on va se passer de ça très rapidement. La classe gobelet pour l'instant ne me propose que des méthodes get valeur et set valeur sans grosse importance, et la classe D elle-même me propose que des getters et setters sans trop d'importance. Donc maintenant je vais commencer à essayer de donner des valeurs un peu plus correctes à mon dé. Alors déjà, je vais initialiser la valeur de mon attribut, comme on savait le faire déjà, et je vais donc proposer de façon publique une méthode de lancer, rouler peut-être plutôt pour le dé, rouler, qui consiste à donner une valeur à l'attribut valeur face. Alors ce que je vais faire, c'est que pour l'instant le tirage aléatoire on ne sait pas encore faire, donc on va simplement faire valeur face égale 4, et je vais retourner, voilà, valeur face. Donc voilà le traitement de rouler du dé. Alors vous allez me dire que c'est un dé pipé ça, il tombe toujours sur la face 4, alors c'est vrai, pour l'instant il tombe toujours sur la face 4, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai une méthode de rouler. À partir de mon gobelet, je veux pouvoir manipuler donc mes 2 dés. Donc un gobelet on va le lancer, public void lancer, ça c'est le traitement que l'on va déclencher sur le gobelet. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque on lance le gobelet? Eh bien, quand on lance le gobelet, normalement, on doit faire rouler D1 et faire rouler D2, sachant que les deux références D1 et D2 sont effectivement initialisées en créant un objet D. J'ai le droit d'écrire D1 point, et ici donc rouler. Je vais faire rouler D1 et ensuite D2 point rouler. Et là donc ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement déclencher une méthode rouler sur D1. Vous apprécierez que préalablement l'objet D était là, donc il attendait qu'on le sollicite. Ici je sollicite mon D, et si on regarde ce que va faire le get valeur derrière, ici, alors que je dis derrière, mais évidemment vous savez qu'il n'y a aucune séquence obligatoire, quand je vais faire maintenant le get valeur, eh bien je vais récupérer la valeur de D1 et D2. Alors effectivement dans la classe D, qu'on soit bien d'accord que je présente les attributs, le lancer, le get valeur, mais il n'y a aucun workflow, il n'y a aucune séquence de code imposée entre ces différents éléments. Et c'est donc à partir du main que l'on va imposer la séquence. D'abord, il faut créer l'objet gobelet. Très bien, on l'avait déjà fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au gobelet de lancer. Donc vous savez qu'à ce moment-là, le gobelet va faire rouler les 2 dés. Et ensuite, je peux inspecter, regarder, demander au gobelet, print ln, au gobelet, la valeur du gobelet, et je vais demander à mon gobelet quelle est sa valeur, get valeur, voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement l'objet gobelet en fait se transforme au fur et à mesure des appels, et c'est bien dans le main que l'on décide d'abord de créer le gobelet, ensuite de lancer le gobelet, et enfin de faire appel get valeur. J'aurais très bien pu faire un appel à get valeur avant de lancer le gobelet, on aurait une valeur initiale d'ailleurs. En fait, je vais me proposer de le faire pour bien montrer l'affaire. Il n'y a aucun problème d'appeler le get valeur avant de le lancer, et c'est celui qui utilise qui doit savoir dans quel ordre il faut utiliser les méthodes. Je vais supprimer ces 2 lignes de code qui illustraient le propos précédent. Voilà. Donc, je crée mon gobelet, je récupère la valeur, je lance, je récupère la valeur, et maintenant je vais tout simplement exécuter mon programme pour obtenir que effectivement le premier affichage me dit que la valeur est 12, donc ça correspond get valeur sur gobelet, la somme des get valeurs des 2 dés, et la valeur initiale c'est 6. Donc effectivement 2 x 6, 12, je me retrouve bien avec 12 comme affichage. Ensuite je lance le gobelet. Alors comme on a vu, lancer le gobelet ça consiste à faire rouler les 2 dés, mais comme on a vu, le rouler des 2 dés est un petit peu triché, puisqu'il s'agit de mettre 4 dans la valeur du dé.
ce qui ne vous étonne pas donc d'obtenir là 8, 2 x 4, 8 comme valeur du gobelet lorsque j'ai fini de le lancer. Voilà, donc pour déclencher des méthodes ou accéder à des attributs dans un objet, eh bien il faut passer par la référence avec l'opérateur de sélection point. Bon, juste un petit détail, effectivement au niveau des champs, on n'a pas vu d'accès à un champ, alors on va peut-être en réaliser un. Le gobelet pourrait très bien proposer un champ. Alors pour qu'on puisse y accéder au champ de l'extérieur, il faut que ce champ soit d'une visibilité supérieure à private. Ici je vais le mettre public et je vais exposer nombre NBD, nombre de D, donc en tant que champ. Donc si je le déclare comme ça, à partir du main, je peux très bien, au niveau du gobelet, une fois que j'ai créé l'objet gobelet ici, venir faire afficher le nombre de D, print line, le nombre de D est, et puis je vais faire mon gobelet point. Et effectivement, j'ai bien NBD ici en disponible. Voilà. Je peux exécuter pour vérifier effectivement que je raconte pas tout à fait n'importe quoi. Hop, au niveau des accès, voilà, nombre de D est 2. Alors juste une petite remarque, c'est que ici je l'ai mis en majuscule nombre de D, donc ça laisse plus ou moins penser que c'est une constante, mais bien sûr ça ne l'est pas. Le danger évidemment d'exposer comme ça un champ de données à tout le monde finalement, à travers une référence vers un objet, c'est que n'importe qui vienne écrire mon gobelet.nombre de D égale, et puis on modifie la valeur de nombre de D. Donc c'est là que si vous avez affaire effectivement à un champ public, eh bien le final sera tout à fait intéressant dans la mesure où il va éviter que quelqu'un vienne modifier la valeur de NBD de l'extérieur. Par exemple ici, si j'essaie de faire NBD, donc mon gobelet.nbd égale 6, eh bien le compilateur va l'interdire puisque je n'ai pas le droit d'affecter la valeur constante NBD. Voilà. Donc je militerai pour que les seuls champs publics, les seuls champs accessibles directement de l'extérieur comme ça, soient des constantes. Tout à fait, pas de problème avec ça. Voilà. Donc ce qu'on a couvert dans cette petite vidéo, c'est donc le rappel sur la référence et l'objet. On a vu que pour manipuler les objets, il fallait passer par des références. Ça, important, vous ne pourrez pas manipuler de données sans objet, vous ne pouvez pas manipuler les objets sans les références. Donc tout cela, c'est quelque chose qui s'enchaîne. En Java, il n'y a aucune variable globale, donc toutes les données sont dans des objets, et les objets sont des allocations qui se font sur le tas et sur lesquelles vous allez pointer via des références. La référence Java est très analogue à un pointeur, en fait, de façon C++. Bon, et pour accéder à un champ de l'objet, eh bien vous utilisez l'opérateur point, de la même façon que pour accéder à une méthode de l'objet, et je rappelle que les accès au champ de l'objet sont un peu suspects, puisqu'en fait ça suppose que le champ est public, hein, vu de l'extérieur, ou du moins d'une visibilité très supérieure à private, et dans ce cas-là, les seuls cas légitimes seraient en fait d'avoir des champs final, constants, qui supposeraient qu'on peut lire en fait la donnée liée à votre objet, mais qu'on ne peut pas venir la modifier.